Bonsoir à tous et à toutes et merci d'être présents ce soir avec nous pour cette troisième soirée des mardis de la vaccination 2021 qui sont sous la thématique des âges de la vie et des populations spécifiques. Donc, ces soirées sont organisées par Medcal et l'ARS en collaboration avec les URPS pharmacie et infirmiers. Pour ce qui nous concerne ce soir, la thématique, c'est celle de la vaccination chez les adolescents. Cette soirée se passera en 3 parties, avec d'abord une présentation du professeur Launay, pédiatre au CHU de Nantes, sur la vaccination chez les adolescents et qui fera un focus sur le rattrapage vaccinal chez les migrants. Elle sera suivie par une présentation du docteur Lefebvre, infectiologue au CHU de Nantes, sur les actualités vaccinales du Covid-19. Il sera enfin suivi par une présentation du docteur Guy Minot, président de l'URPS pharmacien Pays de Loire, sur un retour d'expérience sur la vaccination Covid-19. Donc cette soirée est sous le thème de l'actualité Covid et de ses impacts sur la couverture vaccinale chez les adolescents notamment. Je me permets, avant de laisser la parole à mes collègues, de présenter rapidement le Centre fédératif de prévention et de dépistage qui participe à l'organisation de cette soirée et notamment à promouvoir la vaccination auprès des professionnels de santé. En vous disant que ce centre de prévention est un centre déployé sur l'ensemble du territoire 44, qu'il a pour vocation de travailler sur 3 thématiques, celle de la vaccination, des infections sexuellement transmissibles et de la tuberculose. Et c'est pour celle de la vaccination que nous sommes présents aujourd'hui. Et nous avons notamment comme mission de participer à l'information, la formation et le réseau auprès des professionnels de santé, quels qu'ils soient. Et c'est dans ce cadre que nous sommes ici. À ce titre, vous trouverez ici 2 informations importantes pour vous. C'est celle donc d'une boîte postale qui est à destination des professionnels de santé pour toute question sur les thématiques que nous traitons, donc celle de la vaccination, des infections sexuellement transmissibles ou de la tuberculose, donc ist.vaccin.voyage au singulier @chu-nantes.fr. Donc n'hésitez pas à utiliser cette boîte mail pour toute question médicale relative à ces thématiques. Et enfin, vous avez ici mentionné le numéro du téléphone d'avis vaccination qui aujourd'hui est mis en place pour répondre à toutes les questions sur cette thématique. Je laisse maintenant la parole à ma collègue, le professeur Élise Launay, pour sa présentation sur la vaccination chez les adolescents avec un focus sur le rattrapage vaccinal chez les migrants. Merci. Merci beaucoup et merci pour cette invitation à parler d'un sujet d'intérêt et d'actualité. Pour introduire la problématique et vous permettre de réfléchir un peu chez vous à cette vignette clinique, voici Henri, 14 ans, qui est mineur isolé, arrivé de Centrafrique, qui a une cicatrice de BCG, mais vous n'avez aucune autre notion de sa vaccination antérieure, et se pose la question de lui faire un bilan avant de le vacciner. Quel bilan proposez-vous? Une sérologie rougeole, une sérologie rubéole, une sérologie hépatite B, une sérologie VIH, une sérologie vaccinale pour vérifier son statut tétanos. On vous laisse noter la réponse dans un coin et on y reviendra plus tard. Et alors, avant cette vaccination, quelle vaccination proposez-vous avant même tout bilan? Est-ce que vous faites une vaccination hépatite B, une vaccination papillomavirus, une vaccination rougeole oreille rubéole, une vaccination de TP coqueluche, une vaccination méningocoque C? Vous aurez les réponses à la fin. Donc, avant d'aborder la thématique de la vaccination de l'adolescent, quelques mots sur l'adolescent, qui est en effet une population à part, en tout cas particulière, avec des besoins spécifiques, y compris en vaccination.
Et donc, les adolescents sont définis comme l'âge de la vie qui va de 10 à 19 ans. Donc, on est aussi longtemps adolescent qu'enfant. Et ces ados ont des problématiques de santé particulières et la vaccination n'échappe pas à ces particularités. Et c'est un sujet d'intérêt pour les pédiatres français, mais pas uniquement, également pour outre-Atlantique, puisque il y avait un papier récent de l'Académie américaine de pédiatrie qui s'intéressait à la façon dont on peut optimiser la vaccination de l'adolescent. Donc, avant d'aborder le point particulier de la vaccination des migrants, qu'en est-il de la vaccination des adolescents en général en France? On a ici les données concernant la vaccination anti-méningocoque C, des données assez récentes de 2020, qui montrent que près de 60% des 10-14 ans avaient reçu une dose, alors que moins de 40% des 15-19 ans avaient reçu une dose. Pour ce qui est de l'hépatite B, les données sont moins récentes et également moins satisfaisantes, avec 43% des ados âgés de 15 ans en 2008-2009 qui avaient un schéma vaccinal complet selon une enquête Santé publique France. 37% des 14-16 ans en 2011 selon une enquête vaccinoscopie et puis un peu plus de 45% à 11 ans pour les données Santé publique France 2014-2015. Pour ce qui est du papillomavirus, on voit là encore des couvertures vaccinales insuffisantes, avec un peu plus de 40% chez les filles de 15 ans nées en 2005, donc des données de 2020, avec cependant une progression par rapport à l'année précédente, puisque un peu moins de 35% des jeunes filles de 15 ans nées en 2004 étaient vaccinées. Et puis la vaccination chez le garçon venant juste de débuter, on n'a pas encore de données de couverture. Et pour les autres vaccins, on voit que le DTP a une bonne couverture à peu près 90% à 11 ans et la coqueluche 83% à 11 ans. Alors l'obligation vaccinale qui concerne les nourrissons en 2018 va faire que dans 15 ans, les couvertures des adolescents seront bien meilleures, mais il va falloir quand même d'ici là faire des efforts pour améliorer cette couverture. Alors, pourquoi ces adolescents sont moins bien vaccinés? On pourrait se dire, on les voit moins souvent dans nos cabinets, on les voit moins souvent en consultation, il y a moins d'occasions de vaccination. C'est en partie vrai, mais pas uniquement, puisque quand on s'intéresse aux adolescents qui sont suivis pour maladies chroniques, par exemple au CHU Nantes, on se rend compte qu'alors qu'ils ont beaucoup d'occasions de soins, ils ne sont pas forcément mieux vaccinés. Et donc, il y a aussi une part d'organisation et disponibilité de la vaccination, et puis il y a encore des réticences des parents. On voit ici sur cette étude de 2021, en fait, que lorsque les parents sont réticents à la vaccination, en général, eh bien, les adolescents sont moins souvent bien vaccinés, avec des différences de prévalence significatives. Et ça concernait la vaccination contre le papillomavirus. Et puis, il y a aussi des réticences chez les médecins qui ne proposent pas systématiquement la vaccination anti-hépatite B et chez qui il peut garder des craintes aussi de vaccination et de possibles liens avec la sclérose en plaques. Et pourtant, lorsqu'on s'intéresse en fait aux adolescents et à ce que pensent les adolescents de la vaccination, c'est une enquête qui a été menée en 2014-2015 dans le Calvados et l'Orne lors de la journée civique des ados. 85% des ados interrogés jugeaient la vaccination utile ou très utile et 90% étaient d'accord avec le fait de mettre leur vaccination à jour si nécessaire. Donc, qu'en est-il maintenant de la population particulière sur le rattrapage vaccinal chez les migrants qui sont finalement aussi des adolescents? Donc, en fait, adolescents et migrants, ça veut dire plusieurs choses. D'abord, il y a différents contextes de migration. Ça peut être de l'adoption qui est plus rare quand même à l'âge de l'adolescence, un rapprochement familial ou une migration familiale avec des conditions qui sont
parfois différentes. Ça peut être des crises économiques, mais ça peut aussi être une migration pour d'autres raisons. Et puis, quand on parle adolescents migrants, ben, on va aussi penser mineurs isolés. Et ces mineurs isolés sont particulièrement vulnérables, c'est-à-dire qu'ils cumulent la vulnérabilité de l'adolescence et puis de leur isolement et de leur migration. Et donc, ils ont une double vulnérabilité et un double besoin de protection. Et pourtant, le suivi de ces ados est parfois compliqué. Et j'en profite pour dire un mot du programme qui s'est mis en place tout récemment, qui s'occupe de la santé des enfants confiés à l'ASE, puisque les mineurs isolés sont confiés à l'ASE, et ce qui est un moyen pour eux d'avoir un suivi plus régulier et notamment d'avoir un moyen de suivre leur vaccination. Et donc, cette population d'adolescents migrants, on se rend compte qu'ils sont souvent en situation de retard vaccinal. D'abord parce que le calendrier vaccinal peut être différent dans le pays d'origine et pas correspondre à celui qu'on applique en France, mais aussi parce qu'il y a un accès aux soins qui va être limité, et notamment dans les pays en conflit. Donc, cette diapo, en fait, elle met en évidence l'impact des inégalités sociales de santé dans les pays en voie de développement, enfin à bas revenus, sur la couverture vaccinale. Donc, les deux cases de gauche là montrent la couverture vaccinale pour le DTP et la couverture pour la rougeole. Et donc, ce qu'on voit, c'est que l'effet des revenus, l'effet de l'éducation de la mère et puis l'effet d'habiter en zone rurale versus la ville est encore plus important quand on est dans un pays en conflit que dans un pays non en conflit sur la couverture vaccinale. Donc, la situation dans laquelle se trouvaient finalement les adolescents sur le plan économique, sur le plan de l'éducation maternelle, va influer sur le fait qu'ils soient à jour ou pas de leur vaccination. Quand on s'intéresse maintenant à la séroprévalence des maladies évitables par la vaccination dans des populations de migrants, ça c'est une étude espagnole sur 468 individus, donc 96 avaient entre 0 et 20 ans, donc pas que des ados, aussi des enfants. Donc, c'était une population d'âge moyen de 30 ans et qui venait majoritairement d'Afrique. Et pour les 100 enfants adolescents entre 0 et 20 ans, il y avait une couverture rubéole qui était à 90%, qui était à 87% contre la rougeole, mais qui était déjà beaucoup moins bonne contre les oreillons à 74%, et puis à 80% contre la varicelle. Et si on s'intéressait aux 21-40 ans, la séroprévalence IgG de varicelle était à moins de 70%. Pour l'hépatite B, diapo suivante, on se rend compte également qu'il y a des couvertures, en tout cas une protection insuffisante. Donc, il y a à peu près 10% des enfants entre 0 et 20 ans, enfin enfants adolescents, qui avaient un antigène positif, donc qui avaient une infection active. 30% avaient une sérologie négative. Et puis, une infection ancienne pour à peu près 30% également, et les autres enfants qui étaient immunisés, donc une minorité d'enfants immunisés. Et on voit que c'était majoritairement en fait des enfants et ados d'origine africaine qui avaient une hépatite B. Si on regarde les données françaises, les données qui sont disponibles via les données de Médecins du Monde, où là, ils ont séparé finalement les moins de 15 ans, les plus de 15 ans. Hein, donc, il y a un peu d'ados dans les deux côtés, mais on se rend compte également qu'il y a des taux de couverture qui sont suboptimaux, notamment pour coqueluche et hépatite B. Alors, ceci dit, hépatite B, en fonction de l'âge, c'est à peine moins bien que les couvertures de nos ados en France. Et puis des données allemandes également, qui s'intéressaient cette fois-ci aux enfants et aux adolescents, et qui montraient également une couverture souvent insuffisante contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle, donc des enfants qui n'étaient pas protégés contre ces infections. Alors, au vu de tous ces éléments-là, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à Henri?
Donc, eh bien, on pourrait lui proposer une sérologie hépatite B, une sérologie VIH. On propose parfois la sérologie rougeole avant vaccination, mais ce n'est pas indispensable, on va le revoir. Et on gardera la sérologie vaccinale tétanos après le début du rattrapage vaccinal. Donc, l'hépatite B, on pourrait la faire avant tout bilan. Tout dépend du suivi qui va être possible par la suite. Soit on est sûr de pouvoir le revoir et puis on attend le résultat de la sérologie pour le vacciner, soit on n'est pas bien sûr et on peut amorcer la vaccination. On va proposer de vacciner contre le papillomavirus, rouge à l'oreille en rubéole, DTP coqueluche et le méningo C. Donc, les modalités de rattrapage vaccinal, elles ont été bien expliquées, définies, argumentées en décembre 2019 par ces recommandations de l'HAS. Et donc, les grands principes de ce rattrapage vaccinal, c'est quand on a trace de vaccin, on reprend la vaccination là où elle s'est arrêtée en faisant attention de bien respecter les intervalles. C'est-à-dire que pour des vaccinations de primo-vaccination, il faut qu'il y ait 1 à 2 mois en fonction des vaccins d'intervalle entre les doses. Et puis, entre la dernière dose de primo-vaccination et le rappel, il faut qu'il y ait au moins 4 mois pour que ce soit considéré comme un vrai booster, comme un vrai rappel. On n'a pas besoin de sérologie préalable le plus souvent. On peut faire plusieurs vaccins le même jour. Tout va dépendre de la tolérance de l'adolescent. Et ce qui est parfois difficile, des adolescents, notamment les adolescents qui arrivent dans des contextes de migration isolés, où ça va être parfois un peu compliqué de leur proposer d'emblée de leur faire 4 injections intramusculaires alors que c'est la première fois qu'on les voit, mais on pourrait faire jusqu'à 4 vaccins le même jour pour peu que vous espaciez suffisamment la distance là, sur le muscle d'au moins 2,5 cm entre 2 vaccinations. Il n'y a aucun danger à vacciner un sujet déjà humain. Donc, s'il était déjà humain pour la rougeole, ce n'est pas bien grave si vous lui faites une vaccination à rougeole, oreillon, rubéole. Ce qui peut arriver, et c'est décrit notamment avec le DTP, c'est une réaction locale accrue avec une rougeur, une chaleur qui va vite régresser et qui est absolument pas dangereuse. Donc, on va débuter la vaccination d'emblée, DTP coqueluche, méningo C. Alors, on fera bien attention en fonction des adolescents qu'on va voir, notamment les adolescents qui arrivent d'Afrique, dans le bilan qu'on va pouvoir leur proposer en même temps que la sérologie, de dépister la drépanocytose. Et dans ces cas-là, il faudra leur faire une vaccination méningocoque élargie. On va les vacciner rougeole, oreillon, rubéole, papillomavirus et puis hépatite B. Alors, quelles sérologies sont utiles pour la vaccination? Alors, la sérologie VIH, elle va faire partie du bilan d'entrée, mais on n'est pas obligé d'attendre le résultat pour vacciner contre la rougeole s'il n'y a pas de signes cliniques alertants de déficit immunitaire. Quand on est face à un ado qui arrive d'un parcours de migration, soit il peut avoir contracté le VIH dans l'enfance par une contamination materno-fétale, et dans ces cas-là, malheureusement, à l'adolescence, on aura des signes cliniques d'immunosuppression sévères, mais en l'absence d'anomalies cliniques, on peut vacciner avec un vaccin vivant par le ROR. Le sérologie hépatite B va permettre de nous renseigner sur le statut à la fois pour la maladie, mais également pour une éventuelle protection vaccinale. Il ne faut pas oublier la varicelle. On a vu que les enfants migrants pouvaient être susceptibles dans une importante partie des cas à la varicelle. Et donc, il faut bien penser à leur faire la sérologie quand ils ont plus de 12 ans, comme les recommandations en vigueur en France. Et puis, la sérologie tétanos, on la fera à 1 mois de la première dose, ce qui nous permettra d'évaluer en fait s'ils ont déjà reçu des vaccins antérieurement ou pas. Donc, voici un tableau de synthèse qui est inspiré de celui qui est dans la HAS, mais qui est découpé un peu différemment. En fait, le tableau de la HAS distingue les jeunes enfants des 6-13, des 14-18. Les schémas vaccinaux ne sont pas tout à fait les mêmes à 11-14 ou à 15-18. Et donc,
et donc et schématiser ici les propositions de vaccination. Donc DTP coqueluche, on peut le faire à la première consultation quand on les voit. Et puis avec le méningocé, première dose de RER HPV. Et puis, on fait sérologie hépatite B et VZV. Donc, ça nous fait 4 vaccins qu'on peut faire le même jour ou différer un peu en fonction du souhait de l'adolescent et de son entourage. Un mois après, on fait la sérologie tétanos. On peut proposer la deuxième dose de ROR. Et puis, en fonction de cette réponse tétanos, on complète la vaccination par un deuxième, voire un troisième DTP coqueluche. On complète la vaccination papillomavirus avec une deuxième dose, 2 doses à 6 mois d'intervalle entre 11 et 14 ans. Et puis, en fonction de la sérologie hépatite B, on peut également proposer un schéma à 2 doses en prenant bien soin de prendre un vaccin adulte à 6 mois d'intervalle. Et puis, en fonction de la sérologie varicelle, on peut également les protéger contre la varicelle grâce à une vaccination. Donc, ce qui change pour les 15-19 ans, c'est qu'après 15 ans, le schéma HPV est en 3 doses, en fait, et qu'après 16 ans, c'est en 3 doses pour l'hépatite B. Donc, pour la sérologie tétanos, comment l'interpréter? Donc, 4 à 8 semaines après la première dose de rattrapage, soit on a une très bonne réponse supérieure à 1 unité par millilitre et on considère que c'est une réponse de type rappel anamnestique. Et dans ces cas-là, on reprend le calendrier vaccinal en fonction de l'âge de l'adolescent. Donc, pour 25 ans pour la prochaine dose. Et puis, quand on a une réponse entre 0,1 et 1, on considère qu'il y a un schéma antérieur qui était probablement incomplet. Dans ces cas-là, on refait une dose 6 mois plus tard. Et puis, lorsque la réponse elle est faible, inférieure à 0,1, on considère que l'ado n'avait jamais été vacciné. Et dans ces cas-là, on refait dose à 2 mois, 2 mois plus tard, et puis à 8-12 mois après la première dose. Et donc, si vous voulez, la sérologie tétanos, c'est un peu un indicateur de notre sérologie combinée DTP coqueluche. Alors, en synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire pour les adolescents et parmi les adolescents en situation de migration, qu'il faut penser à vérifier les vaccins de tous les ados dès que l'occasion se présente et il ne faut pas rater les occasions où on les voit. Qu'il y a des vaccinations propres à l'adolescent et c'est le papillomavirus et qui concerne maintenant aussi les garçons. Et puis, il faut penser à rattraper surtout, en fait, à rattraper les vaccins qui n'auraient pas été faits avant, hépatite B jusqu'à 15 ans, méningocé, ROR, DTP coqueluche et il ne faut pas oublier la varicelle. Et donc, voilà les campagnes qui ont pu circuler pour la vaccination Covid des adolescents. Alors, c'est vrai que pour faire une rentrée en toute sérénité, on se fait vacciner, mais dans l'idéal, on se fait aussi vacciner contre le papillomavirus, l'hépatite B, le méningocé, la rougeole et la coqueluche. Et finalement, c'est une piste assez intéressante que de vacciner les adolescents à l'école, pas que contre la Covid. Encore faut-il remettre les moyens à la médecine scolaire pour que ça puisse se faire, puisque c'est des interventions qui ont été montrées comme efficaces pour améliorer la couverture vaccinale des adolescents. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prête pour vos questions. Donc, je suis Alain Guilleminot, je suis pharmacien d'officine et en fait, notre sujet, souvent, c'est le carnet vaccinal électronique avec le partage des informations avec les autres professionnels de santé. Et ne pensez-vous pas que cela pourra améliorer les couvertures vaccinales globales des adolescents? Oui, tout ce qui peut être de la transmission d'informations est évidemment un plus pour savoir déjà qu'on n'est pas à jour. En effet, parce que sur l'enquête des adolescents là, dans le Calvados, la majorité des ados pensaient qu'ils étaient parfaitement à jour, ce qui permet aussi de commencer à les autonomiser vis-à-vis de leur santé et en particulier de leur vaccination. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour faire un point sur les actualités sur la vaccination Covid-19. Autant vous dire que je ne brosserai pas tous les aspects de la vaccination Covid-19. En particulier, je laisserai les collègues du Mans faire une présentation sur la vaccination Covid des personnes particulières comme les immunodéprimés. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Que s'est-il passé depuis que Morissette s'est fait vacciner ?
Eh bien, la campagne de vaccination a continué en utilisant essentiellement le vaccin de Pfizer, comme vous le savez, le vaccin de Moderna, qui est le deuxième vaccin ARN, et de manière plus confidentielle, en particulier maintenant, les vaccins vecteurs adénovirus, celui d'AstraZeneca et celui de Janssen. Les vaccins qui sont en rolling review, donc qui sont en train d'être révisés, dont les dossiers sont en train d'être révisés par l'EMA, sont deux vaccins protéiques, celui de Novavax et celui de Sanofi. Un troisième vaccin ARN qui est le vaccin de CureVac, le vaccin Sputnik V et puis le vaccin de Sinovac qui est un vaccin inactivé. Où en est la campagne de vaccination? Bien, les cibles vaccinales au jour d'aujourd'hui pour la primo-vaccination sont tous les adultes et les enfants de 12 ans et plus. Et pour les rappels, et on va en reparler ensuite, toutes les personnes de 65 ans et plus et les personnes qui ont un facteur de risque de faire un Covid-19 grave et les immunodéprimés. Les schémas de vaccination sont pour les vaccins ARN 2 doses à 3 ou 4 semaines d'intervalle, en fonction qu'il s'agit du vaccin de Pfizer ou de Moderna. Pour le vaccin de Janssen, c'est une dose unique, vous le savez, mais la HAS recommande maintenant de faire une deuxième dose par un vaccin ARN messager. Et le vaccin d'AstraZeneca, pour ainsi dire, ne devrait plus être utilisé puisque le schéma est trop long pour permettre une protection rapide contre les variants Delta. Je rappelle que ces deux derniers vaccins adénovirus ne sont pas recommandés chez les personnes de moins de 55 ans. Un point maintenant sur les couvertures vaccinales. Chez les 12-17 ans, la couverture vaccinale a monté très vite et bien sûr, on a un écart puisqu'elle a démarré plus récemment entre la couverture des adolescents vaccinés une dose à 73% et vaccinés deux doses à 66%. Et dans des populations particulières, par exemple les résidents d'EHPAD ou du SLD, la couverture vaccinale est à 94-91% en fonction qu'ils ont reçu une dose ou le schéma complet. Un mot maintenant sur l'efficacité de ces vaccins et pour commencer, l'efficacité telle qu'elle ressort des essais cliniques réalisés par les différents laboratoires. Dans tous ces essais cliniques, le critère d'évaluation principal est la maladie Covid, donc le Covid-19 symptomatique documenté par PCR parmi les personnes sans antécédent d'infection. Les chiffres qui sont issus de ces essais cliniques correspondent à l'efficacité vis-à-vis de la souche originale, si ce n'est dans les essais cliniques les plus récents. On a également quelques données sur l'efficacité contre le variant bêta qui a circulé relativement tôt en Afrique du Sud et certains essais ont été menés là-bas. Pour les vaccins ARN, deux doses permettent une efficacité vaccinale de 95%. Qui démarre pour le vaccin de Pfizer dès J11 et pour le vaccin de Moderna dès J14. Pour les vaccins adénovirus, l'efficacité vaccinale contre le Covid-19 symptomatique sont un petit peu inférieures. Néanmoins, on a eu tout récemment les données des essais cliniques d'AstraZeneca réalisés aux États-Unis et en Amérique du Sud, avec deux doses à 1 mois d'intervalle et une méthodologie beaucoup plus propre que ce qui avait été présenté au départ et publié dans le Lancet concernant les essais cliniques menés au Royaume-Uni. Et on a un chiffre d'efficacité vaccinale qui atteint 70% dans cet essai. Et le chiffre d'efficacité vaccinale pour une dose unique de Janssen est de, j'arrive pas à voir, mais de 67% peut-être bien, 14 jours après la dose du vaccin. Le point commun avec tous ces vaccins, bien que les chiffres d'efficacité soient un petit peu différents, c'est leur efficacité excellente sur les formes sévères, qui est supérieure à 90% pour ainsi dire avec tous les vaccins. On vient de voir des chiffres d'efficacité issus des essais cliniques. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de l'efficacité telle qu'elle est réellement lors de des campagnes de vaccination? Bien, c'était des chiffres qui étaient très très attendus lorsque la campagne de vaccination a démarré et maintenant on est en fait submergé puisque vous voyez une diapositive publiée par l'OMS qui reprend de manière hebdomadaire tous les
tous les études observationnelles qui sont réalisées dans les différentes campagnes de vaccination. On en a actuellement plusieurs centaines. Donc, pour faire court, parce que sinon on est encore là demain, que ce soit les vaccins ARN ou les vaccins adénoviraux, promesse tenue, les chiffres d'efficacité sont excellents, et en particulier contre les Covid sévères, les Covid qui mènent en hospitalisation ou au décès. Et le risque de transmission, alors, on l'évalue, on peut l'évaluer dans un premier temps en raisonnant sur l'efficacité vaccinale vis-à-vis des infections asymptomatiques. Pour ce qui est de ces résultats issus des essais cliniques, donc ce qu'on appelle l'efficacy, au départ, les chiffres ont tardé à venir. En particulier, les vaccins ARN n'avaient pas évalué ce résultat. En termes d'efficacité contre les infections asymptomatiques telles qu'elles sont rapportées dans les études observationnelles dans la vraie vie, je vais passer très rapidement et ces données ne sont pas du tout exhaustives, mais vous voyez sur le graphe que les chiffres d'efficacité vaccinale fluctuent entre 50% et 90% selon les pays et selon les vaccins. Point intéressant, on vient de voir que l'efficacité était incomplète sur les infections asymptomatiques, mais les personnes qui sont vaccinées et qui s'infectent vont avoir des charges virales de SARS-CoV-2 au niveau nasopharyngé beaucoup plus faibles que les personnes qui s'infectent et qui n'ont pas été infectées. Donc, on dispose de plusieurs études observationnelles réalisées en Israël, réalisées au Royaume-Uni, qui démontre que, en effet, les personnes qui s'infectent ont des charges virales beaucoup plus faibles, et y compris donc avec les différents vaccins, et y compris, ça a pu être démontré avec le variant anglais. Alors, pour ce qui est de l'efficacité contre la transmission à proprement parler, on dispose de données issues d'études de cohortes menées au Royaume-Uni qui ont utilisé la même méthodologie et qui ont comparé le risque d'infection chez des contacts sous le même toit de personnes et non vaccinées, de personnes infectées, donc des cas index en fonction qu'ils ont été vaccinés ou non vaccinés. Donc, je répète parce que c'était peut-être pas très clair. On a des personnes cas index qui sont infectées et on va regarder sous le même toit de ces personnes dans quelle mesure elles contaminent leur entourage en fonction que ces cas index étaient vaccinés ou pas vaccinés. La première étude a concerné des soignants et a démontré que le risque de transmission sous le même toit était diminué de 54% si le soignant infecté avait été vacciné au moins 15 jours avant son infection. Le même genre d'étude a été réalisé en population générale et elle montre un risque de transmission également diminué d'environ 50% à partir des cas index vaccinés par rapport aux cas index non vaccinés. Donc, on a à ce moment-là, dans la campagne de vaccination, la démonstration que le vaccin est efficace contre la transmission, ce qui était une chose très, très importante puisque c'est à partir de cette donnée-là qu'on peut espérer, en atteignant des couvertures vaccinales suffisantes, dont les objectifs montent, vous avez vu, en cours de campagne de vaccination, et en fonction de la circulation des variants, espérer bloquer la progression de l'épidémie. Alors, qu'est-ce qu'on a appris d'autre à partir des essais cliniques, à partir des études observationnelles qui ont été menées au cours de ces campagnes de vaccination? Eh bien, qu'il y a une corrélation entre les titres anticorps neutralisants et l'efficacité clinique. Donc ça, c'est la première étude qui a fait cette démonstration. La limite étant que c'est une démonstration qui a précédé la circulation du variant Delta et que c'est un petit peu délicat de faire l'extrapolation. Et puis, il faut bien avoir en tête que c'est une corrélation qui est, on va dire, collective et qu'on ne peut pas extrapoler à titre individuel cette corrélation entre le titre d'anticorps neutralisant et la protection contre la maladie Covid. Donc, cette absence de vrai corrélat de protection à l'échelle individuelle, elle est illustrée par cette étude qui a été menée en Israël chez 1500 soignants qui ont été suivis de manière régulière et systématique par PCR dans le nez et par sérologie.
Parmi ces 1500 soignants, 39 ont été infectés malgré la vaccination, principalement par le variant Delta. Il n'y avait aucun cas grave, quelques cas symptomatiques et d'autres cas asymptomatiques. Et chez 22 de ces cas infectés, on a disposé d'une sérologie qui était en fait réalisée vraiment quelques jours avant de diagnostiquer l'infection. Donc, vous voyez sur le graphe, on va prendre les deux graphes du haut, la comparaison des titres d'anticorps neutralisants en fonction que la personne était infectée ou chez un groupe contrôle, donc qui étaient des personnes comparables mais sans infection. Donc en haut à gauche, on compare les titres anticorps au moment, juste avant que l'infection soit diagnostiquée, et on voit une différence effectivement avec des anticorps plus faibles chez les personnes qui ont été infectées. Et puis en haut à droite, c'est une comparaison qui concerne les taux d'anticorps neutralisants 28 jours après la deuxième dose de la vaccination. Et vous voyez que là encore, on a une vraie différence entre les titres d'anticorps. Pour autant, vous voyez sur ce graphe qu'on a vraiment un chevauchement de tous les points qui correspondent, chaque point correspond à un titre anticorps chez un individu. Et vous voyez que pour autant, on a un vrai chevauchement de l'ensemble de ces points et qu'il est à titre individuel pas possible de définir un taux d'anticorps qui prédirait qu'on est protégé contre le Covid-19. On passe au grand chapitre des variants. Quelle efficacité des vaccins sur les variants préoccupants? Alors, la première manière de répondre, et c'est effectivement les premières réponses que nous ont données les laboratoires dès qu'émergeait un nouveau variant, c'est de regarder donc justement le pouvoir neutralisant du sérum des personnes vaccinées. Et c'est vrai aussi avec le sérum des personnes rétablies suite à un épisode d'infection par le SARS-CoV-2. Vous voyez sur cette diapositive qu'on a une augmentation au contraire, qu'on a une diminution du pouvoir neutralisant des anticorps, et ce, quels que soient les vaccins considérés, vis-à-vis du variant bêta, qui est donc la première colonne, par rapport au variant historique. C'est le variant bêta qui apporte la plus forte répercussion sur le pouvoir neutralisant des anticorps. Pour le variant delta, qui est juste après, la répercussion est moins importante. Deuxième manière de répondre à la question de la protection vis-à-vis des variants, c'est qu'un antécédent d'infection par un variant historique protège vraiment incomplètement contre une nouvelle infection par un variant bêta et gamma, et ces données-là, elles sont issues des essais cliniques dont certains, je vous le disais, ont été menés en Afrique du Sud. Certaines personnes avaient fait l'infection par le variant historique et se sont réinfectées, n'ont pas été protégées contre une nouvelle infection avec le variant bêta dit sud-africain. L'efficacité des vaccins sur les variants préoccupants a été étudiée dans certains essais cliniques. Pour le vaccin de Janssen, qui a été mené à la fois en Afrique du Sud et au Brésil, il a été montré une baisse d'efficacité modérée de l'efficacité vaccinale vis-à-vis du Covid tout venant, mais un maintien important sur les formes sévères. Et la même démonstration a été faite avec le vaccin de Novavax, mais seulement sur le variant bêta dit sud-africain, puisqu'ils avaient un essai clinique mené en Afrique du Sud. Pour le vaccin de Pfizer, on dispose du même genre de données d'essais cliniques menés en partie en Afrique du Sud, et aussi de l'expérience du Qatar qui a démarré sa campagne de vaccination au moment où ils avaient une prédominance de variant alpha et où le variant bêta a pris le dessus très rapidement. Et cette expérience a montré que le vaccin de Pfizer avait une efficacité légèrement diminuée sur les infections par le variant bêta, une protection, par contre, maintenue sur les Covid symptomatiques et en particulier sur les Covid sévères.
Pour le vaccin d'AstraZeneca, on a beaucoup moins de données issues des essais cliniques et les seules données viennent d'Afrique du Sud, d'un essai de phase 2 où il y avait assez peu de participants. C'était des personnes jeunes, en bonne santé, donc il n'y a eu aucun cas de Covid sévère dans cette étude, si bien qu'on n'a que les données de protection contre le variant bêta dans des formes bénignes. Et dans cet essai clinique, il n'y avait pas de protection démontrée, mais on n'a donc aucune donnée sur la protection vis-à-vis du Covid sévère. On passe au Delta. Donc, quelle est l'efficacité des vaccins sur le variant Delta par rapport au variant Alpha? Avec les vaccins de Pfizer et d'AstraZeneca, lorsqu'il y a une seule dose réalisée, l'efficacité est très diminuée par rapport au variant Alpha. Et c'est cette donnée-là qui a fait changer un petit peu les schémas vaccinaux cet été et utiliser des schémas vaccinaux les plus courts, enfin avec un intervalle entre deux doses le plus court possible. Avec 2 doses de vaccin d'AstraZeneca, l'efficacité contre le Covid-19 est légèrement diminuée et c'est à peu près le même genre de données avec les vaccins ARN. Et vous voyez sur le graphique en dessous la comparaison de l'efficacité sur d'une part les infections asymptomatiques, sur les infections symptomatiques et sur les cas sévères. Donc, il y a clairement une diminution de l'efficacité des vaccins ARN sur les infections asymptomatiques par le variant Delta, c'est les triangles rouges, par rapport au variant Alpha, ce sont les ronds bleus. Par contre, l'efficacité, globalement, on le voit sur les données d'Angleterre, d'Écosse et du Canada, l'efficacité est maintenue sur les Covid symptomatiques et sur les formes sévères. Et sur les données d'Israël et du Qatar, on a également une diminution de l'efficacité sur les formes symptomatiques et sur les formes sévères, parce que dans ces études est intervenu également le facteur temps, qui joue sur l'efficacité des vaccins et qu'on va revoir dans les diapositives suivantes. Alors, à quoi ça ressemble? Donc, le facteur temps, le facteur circulation du variant Delta. En pratique, là, c'est l'exemple des États-Unis. Vous voyez l'incidence à gauche, donc sur le rectangle de gauche, l'incidence des cas de Covid en fonction des mois qui passent. Au milieu, l'incidence des hospitalisations pour Covid et à droite, c'est l'incidence des décès par Covid. La droite verticale bleue correspond au moment où il y a eu une circulation prédominante du variant Delta aux États-Unis. La courbe bleu clair correspond à l'incidence des personnes qui sont complètement vaccinées, alors que la courbe noire correspond à l'incidence des événements chez des personnes non complètement vaccinées. Et donc, on constate que vers à partir de l'été, l'incidence des cas de Covid a augmenté, y compris chez des personnes complètement vaccinées, tandis que cette augmentation est beaucoup plus discrète quand on considère l'événement hospitalisation. Et j'ai rajouté quelques chiffres. La vaccination permettait, les personnes vaccinées sont 23 fois moins hospitalisées lorsqu'elles ont le Covid, dans la tranche d'âge 18-50 ans par exemple. Et l'efficacité se maintient au cours du temps chez les personnes vaccinées en considérant les décès. Donc là, on a parlé de l'efficacité des vaccins sur le Covid-19, les formes sévères avec le variant Delta. Qu'en est-il de la transmission, de l'efficacité des vaccins sur la transmission? Pour le moment, les données elles sont très très parcellaires. J'ai trouvé ces trois études qui ne sont pas encore publiées et reviewées. La première étude rapporte des données issues de Singapour où il montre que les charges virales lors d'infection par le SARS-CoV-2 Delta sont identiques chez les personnes vaccinées par rapport aux personnes non vaccinées. Donc ça, c'est assez préoccupant et ça va complètement à l'encontre de ce qu'on avait connu avec le variant historique et avec le variant anglais.
Le point positif, par contre, c'est que les personnes vaccinées, quand elles sont infectées, ont moins de symptômes, ont une diminution beaucoup plus rapide des symptômes et également une diminution beaucoup plus rapide des charges virales. La deuxième étude a été réalisée en Chine et elle a montré, elle a confirmé que les charges virales, quand on était infecté avec le variant Delta, étaient beaucoup plus importantes que les charges virales au niveau nasopharyngé avec le variant Alpha. Le point positif, c'est que par contre, les cas secondaires qui sont survenus à partir des cas index vaccinés étaient 2 à 6 fois moins fréquents qu'à partir d'une personne non vaccinée. Et puis enfin, les troisièmes données sont issues du Royaume-Uni et montrent également une réduction significative du risque d'infection chez des sujets contacts lorsque la personne index était infectée, vaccinée par rapport aux personnes, un cas index non vacciné. Donc j'ai commencé un petit peu à aborder le facteur temps après avoir bien parlé du variant Delta. Comment est-ce qu'on peut appréhender le facteur temps quand on parle de l'efficacité des vaccins? Alors, l'idéal pour un essai clinique, c'est de faire ce qu'on appelle un crossover en aveugle. Alors, je vous explique. On va se mettre dans la situation des essais cliniques tels qu'ils ont été réalisés jusqu'à maintenant. Donc, les participants sont randomisés. La moitié des participants en bleu reçoivent le vaccin en question. L'autre moitié, tirée au sort, reçoit à la place le placebo. Le temps passe, on voit que par exemple, si l'efficacité vaccinale est de 80%, eh bien, on va avoir dans le groupe placebo 5 fois plus de cas de Covid que dans le groupe vacciné. Et puis à un moment donné, la campagne de vaccination fait que on peut proposer la vaccination aux personnes qui jusque-là avaient reçu le placebo et qu'il n'est pas éthique de les laisser dans le groupe placebo. Donc à ce moment-là, l'idéal dans l'essai clinique serait de faire un crossover en aveugle, c'est-à-dire qu'on va proposer aux personnes qui ont reçu le placebo de se faire vacciner. Et on va proposer aux personnes qui ont reçu le vaccin de recevoir le placebo. Bien sûr, on ne leur dit pas vous allez recevoir le vaccin ou le placebo, on leur dit juste vous allez recevoir un nouveau produit et on ne sait pas si c'est le placebo ou le vaccin. Le temps continue de passer et on va voir avec le temps que potentiellement les personnes nouvellement vaccinées, donc en bleu en bas à droite, vont présenter moins de Covid symptomatique que les personnes anciennement vaccinées. Donc en haut à droite, elles en font 2 fois plus, ce qui démontre une efficacité vaccinale à 50% de la vaccination récente, donc d'un effritement de la vaccination ancienne. Donc ça, c'est dans la meilleure des situations, ce qu'il faudrait faire. Donc on ne dispose pas jusqu'à maintenant, pour le moment, on n'en aura pas d'ailleurs, puisque aucun laboratoire n'a fait de crossover en aveugle. Donc comment ont procédé les laboratoires? Donc pour Pfizer, on dispose de données qui vont le plus loin possible dans la phase aveugle. Et en l'occurrence, Pfizer a pu poursuivre la phase aveugle jusqu'à environ 6 mois après le début des randomisations. Et donc, ils sont en mesure de suivre l'efficacité vaccinale en fonction du temps qui passe. Donc ça, c'est des données qu'ils ont récemment publiées. Ils ont montré que l'efficacité vaccinale contre le Covid-19 était maximale entre le moment où la vaccination est terminée et 2 mois après la fin de la vaccination. Mais que avec le temps, l'efficacité vaccinale diminue puisqu'entre 2 et 4 mois, on n'est plus qu'à 90%. Et au-delà de 4 mois, l'efficacité vaccinale contre le Covid n'est plus que de 84%. Et donc, il démontre une baisse d'efficacité vaccinale au cours du temps. Alors, Moderna a procédé aux mêmes analyses, si ce n'est qu'ils ont un tout petit peu moins de recul que Pfizer qui a démarré les inclusions un tout petit peu avant Moderna. Mais ils ont trouvé que l'efficacité vaccinale après 4 mois était quand même globalement maintenue puisqu'elle est à 92,4% par rapport au chiffre initial qui est à peu près similaire.
Et puis quand même, Moderna a fait donc cette analyse intéressante qui se rapproche de notre crossover en aveugle que je vous ai montré avant. Ils ont proposé lorsque les vaccins ont été mis à disposition de certaines personnes par priorité dans la campagne de vaccination, qu'elles soient vaccinées. Donc ça n'a pas été fait en aveugle, mais effectivement, la plupart des personnes qui ont reçu le placebo ont dans un deuxième temps reçu le vaccin. Et ils ont comparé le nombre de Covid-19 chez les personnes nouvellement vaccinées par rapport aux personnes anciennement vaccinées. Donc les personnes anciennement vaccinées, c'est le groupe, ce sont les colonnes de gauche mRNA avec le petit e qui veut dire early, et ce sont donc des personnes qui ont été vaccinées entre juillet et décembre 2020. Et le groupe des personnes nouvellement vaccinées, c'est donc les colonnes du milieu, mRNA 1273P, c'est-à-dire celles qui ont d'abord reçu le placebo et qui, dans un deuxième temps, ont été vaccinées entre décembre 2020 et avril 2021. Et ils ont donc comparé le nombre de Covid-19 et de Covid sévères qui sont survenus entre le 1er juillet et le 27 août, donc pendant 2 mois, à une période où le variant Delta circulait de manière prédominante. Donc, on a vraiment des données intéressantes. Le résultat de cette analyse, c'est que les personnes qui sont nouvellement vaccinées sont 40% mieux protégées que les personnes anciennement vaccinées. Ils démontrent ainsi de manière assez élégante qu'il y a bien une diminution d'efficacité vaccinale en fonction du temps. On a également le même type de données issues de l'expérience de la vaccination en vie réelle, donc les données ce qu'on appelle l'effectiveness. Beaucoup d'études ont pu démontrer cela et cette baisse d'efficacité vaccinale, elle est particulièrement marquée sur les événements infection ou infection asymptomatique, comme vous le voyez sur le graphe du haut, avec une baisse d'efficacité très significative à partir du mois de juin. Et sur le graphe du bas, on a quand même globalement un maintien de l'efficacité vaccinale au cours du temps vis-à-vis des hospitalisations pour Covid-19. Mais si on regarde de plus près, c'est la courbe rouge qui descend un petit peu. On a quand même une baisse de l'efficacité vaccinale sur les hospitalisations pour Covid chez les cohortes les plus âgées, les personnes de 75 ans et plus. C'est des données qui sont issues du réseau CovidNet, qui est un réseau qui étudie les hospitalisations pour Covid-19 aux États-Unis. Donc, on a ces données, on a cette baisse d'efficacité vaccinale qui est constatée dans le temps, qui est à la fois l'effet du temps, mais de la circulation du variant Delta. Et on a aussi maintenant beaucoup de données qui prennent en compte le facteur variant Delta et qui démontrent que le facteur temps, à lui tout seul, provoque une baisse d'efficacité de la vaccination. Donc, on en arrive à notre fameuse dose de rappel qui a déjà été déployée largement en Israël. Vous voyez sur le graphe de gauche l'augmentation de l'administration des doses de rappel chez les personnes. La courbe bleue, c'est les personnes de plus de 60 ans qui ont bénéficié de cette dose de rappel à partir de fin juillet. Et puis actuellement, Israël propose une dose de rappel pour tous. Et vous voyez à droite une nette cassure, c'est la courbe verte, du taux d'hospitalisation chez des personnes qui ont reçu cette dose de rappel par rapport à la courbe bleue ou noire, par rapport au taux d'hospitalisation qui reste relativement haut chez les personnes du même âge, des personnes comparables, mais qui, elles, n'ont pas reçu leur dose de rappel. Donc en Israël, vous savez, la vaccination se fait avec le vaccin de Pfizer. Dans cette étude, les auteurs ont comparé les taux d'infection et de Covid sévère sur un mois, donc à partir du 30 juillet jusqu'au 2 septembre, entre les personnes de plus de 60 ans qui ont reçu leur dose de rappel et les personnes de plus de 60 ans comparables, mais qui ont seulement reçu leur primo-vaccination qui avait eu lieu avant le 1er mars.
Et vous voyez dans le tableau que les personnes qui ont reçu un boost, donc une dose de rappel, présentent beaucoup moins de cas d'infection par Covid-19 et beaucoup moins également de cas d'infection sévère, avec une efficacité sur les infections tout venant qui est de 90%. Donc la dose de rappel évite 90% protège à 90% contre les infections et la dose de rappel protège à 80% contre les infections sévères. Alors la question de la tolérance de la dose de rappel est importante, en particulier parce que il y a eu les événements myocardites qui ont fait parler d'eux, et en particulier en Israël. Donc pour répondre à cette question importante avant de lancer les campagnes de vaccination de doses de rappel, on dispose de données que Pfizer a données au CDC, que le CDC avait exigées. Donc il s'agit des données de sécurité d'une dose de rappel chez les 18-55 ans. Et elle montre une moindre réactogénicité systémique après la dose de rappel qu'après la seconde dose. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une réactogénicité locale qui est à peu près similaire par rapport à celle qui était observée après la seconde dose. Par contre, la différence, c'est un taux d'adénopathie axillaire plus important après la dose de rappel, puisqu'elle était de l'ordre de 5% versus 0,4%, sachant que c'était des événements qui duraient environ 5 jours et que tout était résolutif. On dispose également des données de pharmacovigilance d'une dose additionnelle qui a été utilisée chez les immunodéprimés aux États-Unis, avec une cohorte de 20 000 personnes qui ont été suivies de manière longitudinale après cette dose additionnelle et qui ne montrent aucun événement particulier. Et puis enfin, on dispose des premières données de pharmacovigilance d'Israël qui a déployé cette fameuse dose de rappel. Donc, pour le moment, pour plus de 2,8 millions de doses de rappel administrées, seulement 19 événements indésirables graves ont été rapportés. Je détaille seulement ceux qui concernent les personnes les plus jeunes. Donc, parmi les 12-64 ans qui ont reçu cette dose de rappel, il y avait parmi les événements graves 2 cas d'allergie qui ont été rapportés à la vaccination. Un cas de myocardite et un syndrome de Guillain-Barré dont l'analyse du dossier est toujours en cours, en particulier pour statuer sur un éventuel lien de cause à effet entre la vaccination et l'événement. Et puis 3 cas de troubles du rythme dont le lien de causalité n'a pas été retenu. Je vais élargir rapidement mon propos sur la tolérance et la sécurité des vaccins Covid-19 en général. Alors, je vais être très, très synthétique. Comme je vous disais, il n'était pas question de brosser tous les aspects de la vaccination Covid. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que de manière prouvée, on a des vaccins qui ont une forte réactogénicité, fréquente pour tous et particulièrement intense après la première dose des vaccins adénovirus. On a un surrisque de poussée, on a des poussées d'hypertension artérielle qui sont constatées et le signal est confirmé avec les vaccins ARN. On a, vous le savez, malheureusement, le signal confirmé du syndrome de thrombose et thrombopénie qui sont absolument rarissimes, mais néanmoins confirmés avec les vaccins adénovirus, Janssen et AstraZeneca. Et puis, on a un signal également confirmé, mais également rarissime, de survenue de syndrome de Guillain-Barré avec le vaccin de Janssen. Par la suite, on a eu la confirmation du signal des myocardites, myopéricardites avec les 2 vaccins ARN, qui sont relativement rares, en tout cas au regard de ce qu'on attend chez les personnes qui s'infecteraient et qui ont un fort surrisque de faire également cet événement myopéricardite. Les points positifs, est très clair, c'est aucun signal chez les femmes enceintes et allaitantes. Et on a à notre disposition beaucoup de littérature maintenant, beaucoup de données qui statuent à ce sujet-là. Le signal des paralysies faciales qu'on avait eu suite aux essais cliniques ne semble pas se confirmer en vie réelle. Et puis, on a des peut-être bien que oui, peut-être bien que non, des peut-être plus de déséquilibre de pathologies chroniques, en particulier s'il y a eu une forte réactogénicité systémique avec les vaccins.
Peut-être tous les pays sont pas d'accord, enfin les différents systèmes de pharmacovigilance sont pas tous mis d'accord sur le surrisque éventuel de zona. Il y a une surveillance des polyradiculonévrites avec les autres vaccins que le vaccin de Janssen pour lequel c'est confirmé. Et puis, globalement, on n'a pas de signal de maladie thromboembolique avec les vaccins ARN. J'ai mis un petit bonhomme noir qui fait un tout petit peu la tête parce que une seule étude a montré un petit surrisque avec le vaccin de Pfizer sur les thromboses veineuses cérébrales. C'est une seule étude faite par l'équipe d'Oxford, c'est-à-dire qu'il y a un lien avec AstraZeneca. Je pense qu'il faut mettre ça entre parenthèses et attendre des données complémentaires. Mais à l'échelle des États-Unis, enfin de la pharmacovigilance des États-Unis, d'Israël et de la France, on n'a pas de signal. Alors, la diapositive suivante, justement, va reprendre certains de ces éventuels événements indésirables ou effets indésirables liés à la vaccination. Ces graphes rapportent les événements indésirables constatés dans une grosse étude concernant le vaccin de Pfizer en Israël. Donc, c'est sur la population totale. Donc, pour faire très rapidement, les boîtes à moustaches bleues correspondent au sur-risque ou au sous-risque par rapport à une population non vaccinée de constater tel événement en population vaccinée. Et la boîte moustache orange ou jaune correspond à l'éventuel sur-risque ou sous-risque de faire tel événement chez des personnes infectées par rapport à des personnes non infectées. Et donc, on constate que globalement, le seul sur-risque qui est constaté à cette échelle populationnelle est un sur-risque très discret de zona. Un sur-risque x2 à peu près de lymphadénopathie et un sur-risque confirmé de myocardite avec un sur-risque qui est beaucoup moindre avec les personnes vaccinées quand on est vacciné que quand on est infecté, bien entendu. Et pas de signal concernant les événements thromboemboliques. Voilà, donc ça c'est en chiffres cumulés, donc on va passer rapidement. Il vous donne l'estimation de la survenue de tel et tel événement en fonction que vous êtes vacciné, en fonction que vous êtes infecté pour 100 000 personnes. Et donc, dernier point sur la tolérance et la sécurité des vaccins Covid, c'est le point récent fait par l'ANSM qui, dans son dernier rapport de pharmacovigilance pour les vaccins ARN, donc refait un point sur la survenue des myocardites et péricardites, en particulier dans la population la plus jeune qui a été vaccinée plus récemment. Donc, le signal est confirmé, bien sûr, et en chiffres, on a 42 cas rapportés de myocardite et 16 cas de péricardite depuis le début de la vaccination des 12-18 ans. Et vous l'avez vu en début de diaporama, 70% de la population de ces 12-18 ans est vaccinée. Donc, ça représente des événements relativement rares au vu de la quantité de vaccins délivrés. Nouveau petit signal qui est en train d'être étudié, c'est le syndrome de Parsonage-Turner avec 8 cas, c'est un signal potentiel. Et puis, bien sûr, il traite des troubles menstruels qui font beaucoup parler d'eux en ce moment. Alors, très bizarrement, ils ne sont rapportés que depuis cet été, de manière en tout cas massive, bien que beaucoup de femmes jeunes ont été vaccinées avant l'été, en particulier chez les professionnels de santé. Le rôle causal du vaccin n'est pas du tout démontré. Pour rassurer les femmes à qui ça arrive, on parle d'une éventuelle interférence immunitaire, une réaction inflammatoire qui pourrait faire saigner la muqueuse plus ou précocement par rapport à l'arrivée normale des règles, mais rien qui soit alertant et pas de signal particulier dans d'autres pays. Donc globalement, ce sont des données de pharmacovigilance. Dernier point, concernant les événements thromboemboliques veineux pour les vaccins ARN, donc toujours pas de signal.
Après, c'est cadeau. Je vous ai mis quelques petites diapos de petites choses concrètes, pas très intéressantes à dire là comme ça à l'oral, mais qui peuvent vous servir dans votre pratique quotidienne. Donc la première slide correspond aux contre-indications entre guillemets légales à la vaccination. Donc les contre-indications à la première dose et les contre-indications à une deuxième dose, et qui permettent la rédaction d'un certificat de contre-indication à la vaccination. Donc, j'ai remis la conduite à tenir en fonction qu'une personne a été infectée avant d'être vaccinée ou qu'elle s'infecte après vaccination. Ce sont des questions qui reviennent toujours très souvent. Donc, une personne qui a eu une infection prouvée, même si elle est ancienne et qu'elle remonte à 1 an ou plus d'1 an, ne se verra proposer qu'une dose de vaccin en guise de primo-vaccination. Les études ont en effet montré que l'effet d'une dose de vaccination est vraiment intense en termes de réaction immunitaire et que 2 doses de vaccin ne font pas mieux, par contre, que cette dose unique de vaccination après l'événement infectieux. Deuxième cas de figure, la personne reçoit sa première dose de vaccin et elle s'infecte moins de 15 jours après. On considère qu'il y a une seule stimulation immunitaire avec ces 2 événements et on va donc procéder à la deuxième dose de vaccination au moins 2 mois après l'infection. Et puis la troisième situation, c'est celle où la personne reçoit sa première dose de vaccin et elle s'infecte plus à distance, au moins 15 jours après. On considère que là, on a 2 stimulations immunitaires différentes, ce qui permet de ne pas réaliser la deuxième dose de primo-vaccination. Alors ça, c'est une copie du début d'un document qu'on a rédigé qui peut servir de guide pour aider à administrer, à indiquer et administrer les doses de rappel. Donc c'est un document qui fait 2 pages, qui reprend les différentes populations concernées par cette dose de rappel, avec un petit code couleur pour que ce soit plus facile à lire. Et voilà, donc on mettra à disposition ce document si vous ne l'avez pas encore. La diapositive suivante reprend des recommandations de la DGS concernant les modalités de reconnaissance des schémas vaccinaux lorsqu'ils ont été réalisés à l'étranger. Donc, je ne vais pas les passer en revue, mais ça vous permet d'avoir là aussi la conduite à tenir en fonction de telle ou telle catégorie de vaccin, en fonction qu'il est reconnu par l'EMA ou EMA-like, ou qu'il est reconnu par l'OMS seulement, ou qu'il n'est pas reconnu du tout. Alors, ce qui change, parce qu'on avait émis des recommandations, en l'absence de recommandations officielles, on avait, nous, émis la recommandation d'utiliser un TROD lorsqu'une personne avait été vaccinée à l'étranger. Si ce TROD était positif, on administre à la personne une seule dose de vaccin. Là, les recommandations sont un petit peu différentes puisqu'elles disent clairement de ne pas utiliser de TROD, mais d'administrer de manière systématique une dose de vaccin pour les personnes qui ont reçu 2 doses de vaccin reconnues par l'OMS, comme le vaccin de Sinovac ou Sinopharm par exemple. La diapositive suivante rappelle qu'il est tout à fait possible de vacciner des personnes qui ont fait un Covid long ou qui ont un Covid long et qu'on commence à accumuler un petit peu d'expérience à ce sujet-là. Et cette expérience, elle est plutôt bénéfique puisqu'on a dans la majorité des cas une résolution ou une amélioration des symptômes de Covid long. Et ce sera ma conclusion. Vous avez entendu que la dose de rappel avait été validée hier par l'EMA. Je crois qu'il faut retenir de tout ce que je vous ai raconté avant, et en particulier la courbe qui montre clairement une baisse d'efficacité de la vaccination sur les hospitalisations pour Covid-19 chez les personnes les plus âgées. Et c'est tout à fait le reflet de ce qu'on voit dans notre service en maladies infectieuses. On a maintenant, ça y est, des cas d'hospitalisation pour Covid-19 de personnes âgées qui ont été complètement vaccinées. Donc là, maintenant, le point urgent, c'est de démarrer c'est de poursuivre rapidement la campagne de vaccination de la dose de rappel chez ces personnes plus âgées qui en plus ont été vaccinées il y a plus longtemps. Peut-être que la dose de rappel sera également recommandée chez les professionnels de santé et on est en attente d'un point fait par la HAS. Est-ce qu'on aura besoin à l'avenir d'utiliser des vaccins spécifiques de certains variants ?
pour le moment, on a l'air de s'en passer. Ils sont dans les cartons, ils sont prêts à sortir. Donc, pas de panique. Si jamais on a pire que du variant bêta, probablement on s'en sortira. Et puis, vous savez, on est en attente des résultats des essais sur la vaccination des moins de 12 ans. Ce n'est pas en tout cas à la rentrée là qu'on va pouvoir les vacciner. Les études seront de plus grande ampleur que celles qui ont été faites chez les 12-18 ans. Donc, il faut encore attendre un tout petit peu pour éventuellement vacciner les plus jeunes enfants. Je vous remercie pour votre attention. Je vous ai remis les mails pour les éventuelles questions. Et vous pouvez avoir accès à une newsletter qui est maintenant bi-hebdomadaire. Comment on dit? Bi-hebdomadaire ou bimensuel? J'ai toujours eu du mal. Bimensuel sur la vaccination Covid. Ça tient sur une page A4. On essaye d'être succinct et que ce soit pratique pour l'usage. Il suffit d'aller sur le site internet du CHU. Vous tapez sur Google Newsletter vaccin Covid CHU Nantes et vous n'avez plus qu'à inscrire votre adresse mail pour la recevoir. Bonne soirée. Merci beaucoup, Dr Lefebvre. Nous avons 2 questions sur le chat. Donc, que je vais lire. D'abord, merci pour cette revue de la littérature. Une question me taraude. À la vue des résultats d'efficacité et de sécurité des vaccins ARN, pourquoi toujours continuer à proposer des vaccins ADN? Adénovirus. Pardon, oui, c'est la soirée qui avance. À vrai dire, leur usage est maintenant vraiment confidentiel. Pour ne pas être très politiquement correct, maintenant, tous nos vaccins d'AstraZeneca, ils partent à COVAX, donc dans les pays plus pauvres. Donc, leur utilisation est vraiment maintenant confidentielle. Le vaccin de Janssen, avec une 2e dose de vaccin ARN, quand même permet de faire un schéma relativement rapide, aussi rapide qu'un schéma avec 2 doses de vaccin ARN. Donc, il reste un vaccin intéressant. Mais c'est vrai que pour le vaccin d'AstraZeneca, c'est vrai que les 2 doses à 12 semaines d'intervalle, c'était laissé un espace libre pour une contamination très, très importante. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout satisfaisant. Alors, il se peut que les recommandations changent à l'avenir, puisque vous avez vu les résultats des essais cliniques qui ont été réalisés aux États-Unis. Ils ont vraiment pris le schéma 2 doses à 1 mois d'intervalle avec des résultats qui sont relativement corrects. Donc, il se peut que ça change et qu'ils soient un petit peu réhabilités. Et c'est vrai qu'en termes de tolérance, on a effectivement, alors c'est des événements qui ont été très, très rares et qui, lorsqu'on a ciblé une population plus âgée, sont devenus encore plus rares. Donc, à l'heure actuelle, manifestement, on a besoin pour vacciner le monde de tous les vaccins qui sont commercialisés et disponibles. Donc, je crois qu'il n'est pas possible d'arrêter la vaccination par les vaccins adénovirus. Merci. Donc, une autre question concernant les doses de rappel. Je pense que tu as abordé la question en fin de topo. Pour les personnes infectées qui correspondent au premier cas que tu montrais sur la diapositive. Oui. Voilà. Donc, dans le premier cas, une seule dose, un rappel 6 mois après. Cette dernière est également… la question, c'était est-ce que une dose de rappel, tu as compris? Alors, j'ai compris, effectivement. Oui. ans. Les personnes infectées puis vaccinées une dose sont-elles éligibles à la dose de rappel? Alors, c'est la seule situation qui n'a pas vraiment été traitée par la DGS. Donc, oralement, une fois, Olivier Véran a considéré qu'elle serait aussi concernée par la dose de rappel. La plupart des experts sont pas tout à fait d'accord parce que la séquence infection puis vaccination est beaucoup plus immunogène que 2 vaccins ou qu'une infection seule. Et donc, il paraît moins urgent en tous les cas de vacciner les personnes infectées puis vaccinées. Mais on n'a pas vraiment eu ça n'a pas été écrit noir sur blanc jusqu'à maintenant. Merci. Une autre question de Monsieur Guilleminot.
Oui, docteur Lefebvre, on va bientôt commencer la campagne de vaccination antigrippale et les recommandations de la HAS nous incitent à le proposer de façon concomitante avec la vaccination Covid, même sans délai d'ailleurs maintenant. Mais quid de la tolérance? Alors, il y a beaucoup de professionnels de santé qui se posent la question de la tolérance de cette vaccination concomitante, parce que déjà les effets connus sur la vaccination Covid sont quand même sont là, et aussi sur la vaccination antigrippale. Donc cette vaccination concomitante, voilà, qu'est-ce que vous en pensez et quelle est la tolérance attendue de ce combo? Moi, je n'en pense que du bien, parce que l'idée, c'est vraiment de faciliter la vie des gens. Donc, c'est vrai que si en une consultation ou un déplacement, on peut faire les 2 vaccinations, vraiment, je n'en pense que du bien. Effectivement, faut être très clair, la fréquence la réactogénicité systémique va être un petit peu augmentée forcément, hein, puisqu'on va faire une addition, enfin au minimum une addition enfin pas forcément une addition d'ailleurs, parce que les personnes concernées par la réactogénicité systémique pourront être éventuellement les mêmes pour les 2 vaccins. Mais oui, forcément, on va avoir une augmentation attendue de la proportion de personnes qui auront des symptômes de réactogénicité systémique. Au niveau local, de toute façon, la recommandation, ce sera de faire le vaccin, c'est de faire un vaccin dans chaque bras. Donc, voilà, on aura les 2 bras handicapés, mais ça me semble pas très délétère. Et puis, on a maintenant, si jusqu'à maintenant, les co-administrations n'étaient pas recommandées, c'est vraiment dans un souci de pharmacovigilance avec un vaccin qu'on ne connaissait pas. Voilà, maintenant les vaccins Covid, c'est des vaccins qu'on connaît, avec lesquels on a une énorme banque de données de pharmacovigilance. Donc, on peut maintenant un peu mélanger les genres et faire 2 vaccins le même jour. On saura mieux interpréter les données. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous n'avons pas de nouvelles questions. Je passe la parole donc à Monsieur Guilleminault, président de l'URPS, pharmacien, qui va nous exposer des retours d'expérience sur la vaccination Covid-19. Très bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'abord au CFBD de m'avoir invité pour présenter un petit peu le rôle du pharmacien dans la vaccination Covid. Et au-delà du rôle du pharmacien, d'ailleurs, d'une façon plus générale, dans cette crise sanitaire. Voilà, donc simplement, rapidement, pendant le confinement, forcément, les officines ont été pleinement mobilisées. Bon, c'était surtout de la prévention, de l'information, et aussi, on a assuré la garantie, on a la continuité de la prise en charge de la population. Alors, simplement un exemple. On a été sollicité en collaboration avec le prescripteur pour le renouvellement des ordonnances des pathologies chroniques, qui étaient les ordonnances qui étaient expirées, et on a été confronté à de nombreux cas de personnes qui étaient un petit peu désarçonnées puisqu'ils n'avaient pas vu leur médecin, par exemple, depuis 6 mois, 9 mois, et ils n'avaient pas de prescription possible. Donc, on a été là pour assurer, je dirais, la continuité en attendant qu'ils puissent revoir leurs prescripteurs et puis que les téléconsultations puissent se mettre en place, ce qui a permis un suivi thérapeutique essentiel pour ces patients. Donc, en ce qui concerne la vaccination en général, donc le pharmacien d'officine, bien évidemment, un professionnel de santé de proximité. On est acteur de la prévention et on joue un rôle croissant dans cette vaccination en privilégiant une démarche de coopération interprofessionnelle avec, on l'a évoqué tout à l'heure, au mieux avec la possibilité d'avoir un carnet vaccinal électronique partagé, qui serait quand même l'idéal de partager ces informations entre les professionnels de santé. Tout d'abord, cette vaccination chez le pharmacie d'officine,
par les pharmaciens, ça a été d'abord la mise en place dès 2018 d'une expérimentation de vaccination contre la grippe et étendue au niveau national en 2019, qui a rencontré une forte adhésion de la population et qui a permis une augmentation de la couverture vaccinale. Je rappelle que précédemment, donc les médecins généralistes et les infirmières qui avaient la possibilité de vacciner, nous étions à moins de 50% des personnes fragiles. Et donc, l'intervention du pharmacien a permis une augmentation, certes encore pas suffisante, mais une certaine augmentation de cette couverture vaccinale. Alors, l'extension de la vaccination en général dans les officines, je dirais, est en route, puisqu'il y a beaucoup de pays qui ont déjà étendu cette possibilité de vaccination à d'autres vaccins. Là, je vous ai noté le Portugal ou les États-Unis, où la vaccination contre le pneumocoque, méningocoque est autorisée. Alors, on parle plutôt, je dirais, avec les autorités de santé, de la possibilité du DT polio en rappel, et pourquoi pas l'extension à d'autres vaccinations. Et je crois que la pharmacie d'officine, le pharmacien d'officine, qui est très accessible et qui permet une vaccination rapide, permet de simplifier le parcours vaccinal tout simplement. Et donc, je crois que c'est assez logique, je dirais, que l'entrée des pharmaciens d'officine dans cette possibilité d'être vaccinateur. Pour ce qui concerne donc la vaccination Covid-19, c'est un décret du vendredi du 5 mars qui a permis et qui a autorisé les pharmaciens d'officine à prescrire et à administrer tous les vaccins disponibles contre la Covid-19. Alors, pour être précis, en ville, hein, puisque nous sommes je dirais le centre de commande des vaccins pour tous les professionnels de santé, médecins généralistes, infirmiers et sages-femmes et autres professionnels qui peuvent vacciner, donc qui nous demandent de passer des commandes sur un site de vaccination. Mais en ce qui concerne la pharmacie et les professionnels de ville, nous avons eu à disposition l'AstraZeneca, le Janssen, mais très vite, je dirais assez rapidement, le Moderna, donc vaccin ARN messager, s'est imposé donc en ville comme vaccination. Nous n'avions pas accès au Pfizer qui était réservé aux centres de vaccination. Voilà. Donc la vaccination ne peut être réalisée que par des pharmaciens déjà habilités à la vaccination. Et depuis le mois de juin, uniquement pour le Covid, également les préparateurs en pharmacie. Alors quelques rappels. Depuis le 15 juin, puisqu'on parle des adolescents, la vaccination est accessible à tous dès 12 ans, donc dès le premier trimestre, et elle est recommandée pour les personnes souffrant de comorbidité associée à un risque de développer une forme grave de Covid-19. Alors la vaccination n'est pas recommandée pour les adolescents ayant développé un PIMS, un syndrome inflammatoire. Et voilà, donc à compter du 1er septembre, on l'a évoqué tout de suite, hein, le docteur Lefebvre l'a évoqué, une campagne de rappel a été mise en place. Donc nous avions, nous, dans le circuit de ville, uniquement du Moderna, et depuis le 1er octobre, nous avons à disposition du Pfizer. Cette campagne de 3e dose de rappel reposera vraisemblablement beaucoup plus sur la vaccination en ville, puisque les centres de vaccination, je dirais, diminuent leur activité, voire certains ferment carrément. Elles sont donc les personnes concernées par ce rappel, simplement, je l'ai mentionné, les résidents d'EHPAD, du SLD, pardon, les personnes de 65 ans et plus vivant à domicile, les personnes souffrant de comorbidité, pardon, les personnes atteintes de pathologies à haut risque de forme grave et les personnes ayant été vaccinées avec le vaccin Janssen. Donc, ce que je vous ai noté, là, je vous ai présenté le schéma pour la vaccination pour le grand public, mais qui est quand même intéressant.
qui permet de vous indiquer quels sont les endroits où justement les adolescents, les personnes selon les tranches d'âge où la population pourra se faire vacciner. Donc le Moderna et maintenant le Pfizer depuis le 1er octobre. Simplement aussi rappeler que, comme on l'a dit tout à l'heure, que des tests positifs PCR, donc PCR uniquement en laboratoire, et les antigéniques en laboratoire et en officine aussi qu'ils pratiquent. Un test PCR positif implique une seule injection, ou un test sérologique positif. On est incité à faire des tests sérologiques avant de pratiquer la vaccination, donc le rappel vaccinal. Et puis également à noter qu'il n'y a plus la vaccination des femmes enceintes aussi est possible dès le 1er mois. Voilà, donc le pharmacien d'officine, il devient, comme on peut le constater tous, un acteur incontournable de la vaccination de manière globale, de par ses compétences et puis par une organisation qui est adaptée pour accompagner le patient dans ce parcours vaccinal. Une simplification du parcours vaccinal, c'est ce qu'elle réclamait la population, et justement cette nouvelle mission est globalement plébiscitée par des enquêtes l'ont prouvé par la population. Voilà, en résumé, est-ce que je peux dire sur le rôle du pharmacien d'officine dans ce retour d'expérience. On a été vraiment très très impliqués dans cette vaccination Covid, et on va continuer largement à l'être pour la 3e dose, et de façon concomitante, c'était l'objet un peu de ma question aussi tout à l'heure, avec la vaccination antigrippale qui sera vraisemblablement en forte augmentation. Et je laisse la parole au docteur Julie Couteru pour la conclusion de cette soirée. Merci. Donc, merci à tous d'être intervenus lors de cette soirée, et à vous d'avoir suivi cette soirée en distanciel, puisque c'est maintenant un mot que nous connaissons tous. Je crois que ça a été une soirée riche d'informations et surtout de perspectives qui sont données à mon sens. Alors peut-être sans m'étendre, parce qu'on a déjà eu à être attentif pendant 1h30, peut-être revenir sur des points clés dans ce contexte de crise sanitaire Covid, qui montre finalement que la vaccination est un vrai espoir en termes de santé publique, et que ça a permis, la vaccination Covid, de faire émerger de nouvelles technologies en vaccination, et un foisonnement aujourd'hui de recherches cliniques qui sont mises à l'œuvre pour faire avancer les choses en termes de santé publique, mais aussi de recherche que nous a bien monté le docteur Lefebvre, avec une présentation extrêmement exhaustive. Et je retiens de cette présentation ce qu'elle disait, c'est-à-dire aujourd'hui l'urgence du rappel chez les personnes vaccinées pour combattre cette épidémie, un espoir vis-à-vis des variants, et on a encore plein de choses à apprendre. Je pense aussi que la présentation du docteur Launay montre que la vaccination Covid, et le Covid plus particulièrement, met un accent aujourd'hui sur l'importance de ne pas louper d'opportunités de remettre à jour la vaccination des adolescents, particulièrement dans la présentation du professeur Launay, mais bien sûr de l'ensemble de la population. Et c'est par le mot vaccin aujourd'hui qui est à la bouche de tout le monde, puisque tout le monde parle de la vaccination Covid, qu'on peut continuer nos efforts en termes de vaccination plus globale. Et il y a un retard qui s'est accumulé, qui est bien présent, qu'il va falloir maintenant rattraper. Et encore une fois, une marque d'espoir qui a été montrée par le professeur Launay sur l'acceptabilité de la vaccination par les adolescents. Et puis enfin,
la présentation du docteur Guilleminault qui montre en effet qu'il y a un besoin criant et qui a montré son efficacité d'améliorer les parcours et surtout l'accessibilité à la vaccination. Plus il y aura de vaccinateurs et de prescripteurs à la vaccination, plus on y arrivera. Et donc, cette implication du monde pharmacien, mais aussi d'autres professionnels de santé dans la vaccination sont extrêmement importantes, et on arrive à l'importance du premier recours dans la vaccination qui aujourd'hui est donc mis pas à l'épreuve, mais qui va être aujourd'hui encore plus sollicité sur la vaccination Covid, puisque comme le disait le docteur Guilleminault, les centres de vaccination tendent à diminuer leur activité. Et tout ça va être repris par le premier recours. Ça fait une bonne transition finalement à l'objectif de ces soirées-là qui sont bien d'échanger sur les connaissances et les partages d'expériences avec les professionnels de santé que vous êtes derrière votre écran. Donc nous vous remercions pour votre participation à cette soirée-là. On vous redit encore une fois que le Centre fédératif de prévention et de dépistage est là pour répondre à toutes vos questions. La boîte mail vous a été citée plusieurs fois. Elle sera notée dans les présentations. Elle est notée dans les présentations. Et donc, n'oubliez pas aussi notre ligne d'astreinte vaccination Covid si toutefois vous avez des questions. Merci à vous.